Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire sur le télétravail. Il vous est présenté par le réseau EXCO, un réseau pluridisciplinaire, comptabilité, expertise comptable, juridique et sociale. Je fais moi-même partie en tant que juriste groupe RH, référente RH du groupe Nexium, qui est situé dans le Grand Est, à Épinal, Strasbourg, Metz, Thionville, Villers-lès-Nancy et Paris. Je laisse la main à Caroline qui va également se présenter et qui présentera le webinaire avec moi. Bonjour, donc moi c'est Caroline Albertini, je suis juriste en droit social au sein du cabinet ESCO Côte d'Azur Nice et donc je vais présenter effectivement, comme l'a dit Laetitia, certains points du webinaire avec elle. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Alors, comme d'habitude, le petit sommaire qui vous rappelle les thématiques abordées. Donc, on aura le télétravail choisi, le cadre juridique et la mise en place, accord co et charte, le télétravail imposé par les circonstances, le télétravail dans l'intérêt collectif ou le télétravail pour des motifs individuels, et enfin, les obligations légales et bonnes pratiques et un petit focus sur le à retenir. Alors, je prends la main par rapport à l'introduction et notamment la définition du télétravail. Donc, on sait tous ce que c'est, hein, le télétravail. Il ne s'agit pas de rentrer dans la définition en tant que telle, mais de faire un petit focus sur certains points importants de cette définition. Premièrement, le télétravail, c'est une forme d'organisation du travail. Ensuite, c'est basé donc sur du volontariat. On est sur un accord entre l'employeur et le salarié. Enfin, c'est une activité qui aurait pu être réalisée dans les locaux de l'entreprise, mais qui est accomplie hors de ces locaux, c'est-à-dire soit au domicile du salarié, soit dans des espaces dédiés comme le coworking par exemple. Le télétravail, bien évidemment, va utiliser tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Et ce télétravail on va pouvoir le mettre en place de manière régulière ou occasionnelle et dès l'embauche ou ultérieurement à l'embauche. Alors, nous avons choisi trois thématiques, hein, enfin deux surtout, le télétravail choisi ou le télétravail contraint. Pourquoi? Le télétravail choisi, il y a un cadre de juridique et une mise en place. C'est une décision qui est prise au niveau collectif, ça va être la norme de référence. En fait, pourquoi mettre en place le télétravail par le biais d'accords collectifs? Tout simplement parce que, comme tous les accords collectifs, ça permet une réflexion collective. Ça permet aussi de cibler, vous allez lors de cette négociation, cibler les postes, enfin même pas anticiper cette négociation, vous allez cibler les postes et concernés et prévoir un consensus entre les deux parties de négociation. Vous allez aussi vous émanciper de certains impératifs légaux, notamment sur les périodes d'adaptation, le formalisme, l'acceptation. Vous allez choisir en fait ces éléments et puis vous allez pouvoir borner certains éléments. Et en fait, de négocier comme ça et de prévoir par un cadre, en fait, dans ce cadre, vous allez pouvoir faire une meilleure acceptabilité des paramètres du télétravail, puisqu'en fait, vous aurez choisi la physionomie des postes, le secteur concerné. Vous allez donc pouvoir former les managers et expliquer aux managers ce qu'est le télétravail dans votre entreprise et ce que vous en attendez et ce que eux doivent faire véhiculer comme message. Donc, vous allez le déployer plus facilement et vous allez pouvoir aborder tout ce qui ressort de ce télétravail, c'est-à-dire la régulation de la charge de travail, la santé, préserver la santé et la sécurité. Donc en fait, anticiper sans se précipiter dans des cadres de télétravail qui seraient non normés et qui seraient revendicables. Alors, comment ça se passe? Eh bien là, en fait, c'est pas parce qu'on parle de télétravail, c'est-à-dire du travail organisé en dehors des locaux de l'entreprise, donc hors présentiel, que ça change le cadre de négociation. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir choisir l'interlocuteur. Donc, si vous êtes dans une entreprise qui dispose de délégués syndicaux, eh ben, vous négocierez avec les délégués syndicaux avec les conditions qui sont rappelées dans le slide, à votre gauche, sur la colonne gauche, et puis à ma gauche. Et si l'entreprise n'a pas de délégation syndicale, de délégué syndical, eh ben, il va pouvoir négocier avec un salarié mandaté, un membre du CSE, ou alors directement avec les salariés. Ça dépend de l'effectif. Si vous avez moins de 11 salariés, eh bien là, c'est un projet d'accord qui sera proposé aux salariés et qui sera approuvé à la majorité des 2 tiers. Comment se déroule la négociation?
Eh bien, c'est ce que je vous disais, le télétravail ne change pas la donne de l'accord collectif. Donc, vous allez inviter l'interlocuteur, le parti, à négocier. L'employeur en prend l'initiative, ou alors si c'est dans une NAO ou si c'est dans l'initiative, elle est annuelle pour certains thèmes, mais elle peut être spécifique au télétravail et à tout moment. La réunion de négociation, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, vous allez fixer le calendrier, les échanges de projets, les propositions, et puis vous pouvez vous faire également assister par des experts ou un juriste ou des juristes. N'hésitez pas d'ailleurs, j'en profite et je rebondis sur le terme juriste, de vous rapprocher de vos cabinets, de vos conseils qui sont à même de négocier, de vous accompagner dans la négociation de ces accords co. Donc ensuite, vous allez rédiger votre projet d'accord, il y aura les clauses obligatoires et puis on amènera tout cela à la signature par les partenaires sociaux ou les autres interlocuteurs et vous déposerez votre accord sur la plateforme Téléaccord, donc avec le texte, le procès-verbal, la fiche descriptive et il sera opposable à l'ensemble du personnel. L'accord collectif, donc c'est quoi? C'est dans cet accord collectif, il y a des clauses obligatoires. Alors déjà, comme tout accord collectif maintenant, il y a un préambule à faire. Pourquoi vous mettez en place les articles introductifs, l'historique, pourquoi recourir au télétravail, quelle est votre intention dans l'entreprise, et puis il va falloir inclure des clauses comme les conditions de passage et de retour en télétravail, donc les modalités que vous allez proposer, et puis ou que vous allez négocier sur pourquoi recourir au télétravail, pourquoi passer au télétravail et comment je vais faire pour revenir en arrière, c'est-à-dire si un salarié veut revenir en arrière. L'acceptation par le salarié, puisque vous ne pouvez pas imposer du télétravail, en général c'est sur la base du volontariat, alors il y a des cas particuliers que ma collègue verra ensuite, mais en tout cas, c'est la base du volontariat, donc comment on le formalise, ce volontariat. On a aussi tout ce qui est contrôle du temps et de la charge de travail, et ça, c'est un élément très important dans votre accord collectif pour éviter les revendications, par exemple, d'heures supplémentaires, hein, que vous ne pouvez pas matérialiser parce que le télétravail fait qu'il n'y a pas de présence dans l'entreprise, pas de pointage, par exemple. Il y a des plages horaires de contact que vous indiquerez dans l'accord collectif pour pouvoir borner la zone travail, le temps de travail. Et vous allez aussi avoir des clauses spécifiques sur donner l'accès à des travailleurs handicapés. Pourquoi, dans quelle modalité, à quel moment, qu'est-ce qu'on met en place pour que ce télétravail se place le mieux possible. L'accès des salariés enceintes également, lorsqu'il y a une période où elles sont enceintes pour pouvoir accéder au télétravail. Et on a aussi l'accès à des salariés aidants. Et il faut savoir que lorsque vous négociez cet accord collectif, vous pouvez également introduire l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, ainsi que les droits à la déconnexion, mais ça peut être fait aussi dans une charte à part ou dans un accord à part, cela. Ensuite, le télétravail choisi, le cadre de mise en place. Donc là, on était vraiment dans l'accord collectif avec une procédure bien définie, une négociation, plusieurs réunions. Vous avez aussi la possibilité de le faire sous format, donc c'est-à-dire toujours borné pour être clair, précis avec des conditions. On appelle ça une charte. C'est une alternative aussi format papier, enfin format avec un formalisme écrit, et c'est une alternative pragmatique. L'obligation, c'est quoi? Avant même de négocier ou d'établir une charte de télétravail, vous allez consulter le CSE, s'il existe évidemment. Et cette consultation est nécessaire car la charte, elle impacte des conditions de travail. La charte sur le télétravail impacte des conditions de travail. Les informations obligatoires dans la charte, eh bien, les conditions de passage en télétravail, vous remarquerez sur ma colonne de gauche que effectivement, vous avez la même typologie de clauses ou d'informations, on va appeler ça des informations obligatoires, hein, dans cette charte, plutôt qu'une clause qui relève de l'accord co, eh bien, vous avez les conditions de passage en télétravail, les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail, avec la possibilité d'avoir une période d'adaptation, les modalités d'acceptation, les modalités de contrôle du temps de travail, la détermination des plages horaires, durant laquelle l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. Et on retrouve les modalités d'accès pour les travailleurs handicapés, les salariés enceintes ou les proches aidants.
Il existe donc des obligations spécifiques à la charge de l'employeur quand vous avez des salariés en télétravail. On approfondira sur les slides d'après, mais je fais un bref rappel. L'information sur la restriction d'utilisation des outils informatiques, la priorité donnée au retour au travail en présentiel, la prise en charge éventuelle de coûts liés à l'exercice de cela en télétravail, la tenue d'un entretien annuel et la charge de travail. Mais le télétravail peut être choisi, mais ça peut être également une contrainte. Mais les points forts de choisir cette négociation d'accord collectif, comme je vous l'ai dit, c'est une plus grande reconnaissance par l'ensemble du collectif de l'entreprise, en fait. Et il ne faut pas se leurrer aujourd'hui, l'entreprise, le télétravail, on ne peut plus dire que c'est une exception. C'est devenu quand même dans l'esprit, et notamment on le voit lorsqu'on lit des articles RH, dans l'esprit des recruteurs, lorsqu'ils ont les candidats en face d'eux, c'est devenu quand même une norme presque. Les candidats arrivent et la première question, alors c'est pas la première question évidemment, mais en tout cas les premières questions qu'ils peuvent poser d'après ces articles-là, c'est qu'effectivement, est-ce qu'il y a 1 ou 2 journées de télétravail? Donc on voit bien qu'il y a 2 points forts à conclure un accord collectif, c'est qu'il soit normé pour tous, c'est qu'il permet de maîtriser l'environnement juridique et la technique contractuelle. Et la deuxième, c'est aussi d'attirer alors les jeunes talents ou également tout simplement les candidats qui ont envie de venir travailler dans votre entreprise, mais tout en ayant une certaine flexibilité, une mode particulière d'organisation du temps de travail. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que même si la meilleure technique pour sécuriser cette pratique, c'est l'accord collectif ou la charte, hein, plus light, mais on se rend compte que dans de nombreuses entreprises, on se contente légitimement, parce que rien n'oblige à tout cela, la conclusion d'un avenant au contrat de travail. Et là, je vais laisser la main, du coup, à ma collègue sur le télétravail contraint par les circonstances. Alors oui, on l'a vu avec Laetitia, on a, des employeurs qui décident de mettre, en place, le télétravail de manière pérenne. Là, ensemble, on va évoquer, tout ce qui est télétravail contraint, par des circonstances exceptionnelles, que ce soit dans l'intérêt collectif ou, ensuite effectivement dans l'intérêt, individuel. Et ensuite, on verra ensemble la 3e partie. Je commencerai avec, certaines obligations légales. Alors, pour le télétravail contraint par les circonstances exceptionnelles dans l'intérêt collectif. Là, on est face à certaines situations, tout ce qui est conditions climatiques, que ce soit neige, canicule, les épisodes cévenols qu'on voit dans certaines régions de France, la pandémie qu'on a eue en 2020 avec le Covid, tout ce qui est catastrophe naturelle, force majeure, pollution atmosphérique. On a des situations qui vont contraindre finalement l'employeur à mettre en place le télétravail. Pourquoi? Parce qu'on va assurer la continuité de l'activité de l'entreprise. Le but, c'est que l'entreprise continue à effectivement produire le cas échéant. Ensuite, le 2e point important, c'est qu'on va vouloir assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Donc, effectivement, c'est des points importants qui nécessitent la mise en place du télétravail. Au niveau de la force majeure, on l'avait vu avec le Covid, on avait le gouvernement qui avait quand même imposé à certains employeurs de mettre en place le télétravail, notamment pour bénéficier de certaines aides, et notamment tout ce qui était activité partielle. Donc, c'est un point important, effectivement, le télétravail, on va, grâce à cette mise en place, pouvoir bénéficier de certaines aides. Alors, comment on met en place ce télétravail? C'est un télétravail qui, avant tout, on est dans l'urgence de la situation. Donc, on ne va pas, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure dans la définition, avoir besoin de recueillir l'accord des salariés. C'est l'employeur qui décide de mettre en place ce télétravail et il va le faire par décision unilatérale. Donc, s'il a un CSE, il y a 2 situations. S'il a un CSE, bah, effectivement, il va devoir consulter les membres du CSE. Donc, que ce soit avant la mise en place du télétravail
ou même après la mise en place, puisqu'on est encore une fois, on est dans l'urgence de la situation. Donc, le but, c'est d'être très réactif. Et donc, on va consulter le CSE après la mise en place du télétravail, mais dans les plus brefs délais, tout de suite après cette mise en place. Si on n'a pas de CSE, eh ben, on va tout simplement faire une concertation avec les salariés avant toute décision unilatérale. Là, l'important, encore une fois, ça reste, comme on n'a pas l'accord du salarié, ça reste l'information du salarié. Donc, on va être sur une information, si possible par écrit, mail, courrier, avec l'indication de la durée appliquée à ce télétravail forcé. Et puis, effectivement, tout ce qui est modalités pratiques d'organisation, les jours de la semaine, les horaires, comment tout se passe au niveau de la gestion de ce télétravail. Point important, on est sur une situation qui est exceptionnelle et du coup, on va avoir la possibilité pour les salariés d'utiliser leurs propres outils, puisqu'on on a affaire à des situations où le télétravail, finalement, se met en place presque du jour au lendemain. Donc, on a cette possibilité qu'offre la loi de permettre aux salariés d'utiliser ses propres outils avec effectivement tout ce qui est frais et équipements qu'on verra par la suite qui continueront à être assurés par l'employeur. Alors, le deuxième point, effectivement, du télétravail contraint, c'est plus dans l'intérêt collectif, on va être sur un motif individuel. Alors, on a plusieurs situations. On va avoir des situations qui sont liées au statut du salarié. On est sur un salarié aidant. Vous savez, c'est les salariés qui prennent en charge les membres de leur famille, notamment les proches en cas de maladie, en cas de maladie et de handicap, etc. On va être sur des salariés handicapés ou même des salariés enceintes. Donc ça, c'est lié au statut. On peut avoir ces statuts qui sont déjà mentionnés dans les accords dont on a parlé tout à l'heure avec Laetitia. Et puis, on va avoir deux autres situations qui sont liées non pas au statut du salarié, mais qui vont être liées au fait qu'il soit vu par le médecin du travail. Alors, le médecin du travail, il va être amené parfois à déclarer un salarié qui est inapte et il va proposer un poste de reclassement sur des postes qui peuvent être mis en place par du télétravail. Donc ça, c'est une situation qu'on retrouve souvent. Et il y a un deuxième point qu'on retrouve aussi souvent et de plus en plus, c'est des aménagements de postes. Donc là, on est sur des postes qui sont susceptibles d'être en télétravail et qui ne sont pas forcément en télétravail à ce moment-là. Et c'est le médecin qui va indiquer à l'employeur qu'il souhaite que le salarié soit mis en télétravail. Alors ça, effectivement, ça nécessite que le poste en lui-même permette cette mise en place en télétravail. Moi, j'avais eu le cas, par exemple, d'une infirmière qui avait été mise apte sous réserve d'exercer en télétravail. On était dans un EHPAD, donc vous vous doutez bien qu'une infirmière qui doit donner des médicaments aux résidents, on peut pas on peut pas la mettre en télétravail. Donc voilà, il faut vraiment que le poste en lui-même permette le télétravail. Alors, est-ce que le salarié peut refuser ce poste? Oui. Est-ce que l'employeur peut refuser également? Mais effectivement, on va avoir des justifications, notamment dans certains cas. Tout ce qui est travailleur handicapé, proche aidant et salarié enceinte, l'employeur va devoir justifier. Pourquoi? Parce qu'on va devoir vérifier qu'il ne s'agit pas de discrimination. Ensuite, on a également des accords et des chartes qui vont avoir effectivement des postes qui sont éligibles au télétravail. Et dans ces cas-là, effectivement, si l'employeur refuse la mise en place du télétravail, il va falloir également qu'il motive sa décision. Sinon, dans les autres cas, effectivement, la motivation, elle n'est pas obligatoire. Je reviens juste sur un petit point, c'est la justification en cas d'inaptitude dont on a parlé tout à l'heure. Effectivement, là, l'impossibilité de mettre en place le télétravail devra également être justifiée par l'employeur. Mais sinon, dans les autres cas, il n'y a pas de motivation obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Alors, comment on met en place ce télétravail pour motif individuel? On a effectivement un consentement écrit qui n'est pas obligatoire, encore une fois, mais qui est recommandé. Alors, on va passer par un avenant, une clause du contrat.
avec effectivement l'obligation de mettre un certain nombre de points, toujours pour assurer l'information du salarié. Donc, on va mettre les conditions de passage en télétravail, les conditions aussi du retour en présentiel, les modalités de mise en œuvre du télétravail, tout ce qui est jour, horaire, lieu, et les modalités d'articulation entre présentiel et distanciel. On va mettre également tout ce qui est obligation légale, donc obligation de contrôle du temps de travail, équipement fourni, protection des données et des outils numériques, usage des outils numériques, les assurances, la prise en charge des frais professionnels. Mais tous ces points-là, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'ils seront vus par Laetitia et moi en troisième partie. Donc, j'arrive à la troisième partie. Donc, tout ce qui est obligation légale et bonne pratique, parce que finalement, qu'on soit sur le télétravail choisi ou le télétravail contraint, on a les mêmes obligations qu'on soit du côté de l'employeur ou du salarié qui vont s'appliquer. Et l'une des obligations les plus importantes, le principe qui revient le plus souvent lorsqu'on parle des télétravailleurs, c'est l'égalité de traitement. Donc effectivement, on a un article du Code du travail, c'est l'article 1222-9, qui nous rappelle que le télétravailleur il bénéficie des mêmes droits et obligations que les salariés qui travaillent dans les locaux de l'entreprise. Alors effectivement, c'est un principe d'ordre public, on ne peut y déroger, donc on va devoir l'appliquer systématiquement, qu'on soit sur une charte, qu'on soit sur un accord d'entreprise, ou bien qu'on ait mis en place le télétravail via un contrat de travail. On va quand même avoir la possibilité d'avoir des exceptions. Je parle d'exceptions parce qu'on ne peut pas déroger à ce principe fondamental, mais on peut prévoir des nuances dans des accords d'entreprise, tout ce qui est accord collectif, dans des accords individuels conclus avec les salariés. On va pouvoir adapter certaines modalités du télétravail pour tenir compte finalement des différences de traitement qu'il existe entre les télétravailleurs et les travailleurs sur site. Par exemple, un exemple qui est tiré de la jurisprudence, c'est une prime qui serait liée aux conditions de travail difficiles sur le site pourrait être justifiée et pourrait justifier justement qu'on ne l'applique pas aux télétravailleurs puisqu'ils ne sont pas sur le site en train de travailler. L'égalité de traitement, on en parle également au quotidien parce qu'effectivement, on se rend compte que les télétravailleurs sont moins visibles, qui peuvent avoir une absence d'évolution de carrière liée à leur absence dans les locaux de l'entreprise. Donc effectivement, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Et il faut continuer à valoriser finalement les gens en télétravail malgré le fait qu'ils ne soient pas visibles au quotidien sur le lieu de travail. Alors, on vous a fait un petit tableau sur l'égalité de traitement et tout ce qui est gestion du temps de travail. Effectivement, donc on a listé les thèmes, tout ce qui est évolution de carrière, droit collectif, réglementation de temps de travail. Donc, on est sur la durée du travail, les repos, tout ce qui est limite au niveau des durées du temps de travail, etc. Tout ça, ça s'applique qu'on soit sur le travail, en télétravail ou au niveau des locaux de l'entreprise. Point important, c'est que effectivement, on va quand même devoir anticiper certains points. Tout ce qui est, par exemple, accès aux télétravailleurs à certaines informations, que ce soit au niveau des élus, que ce soit par rapport aux élections professionnelles, où on va anticiper en mettant en place du vote par correspondance ou du vote électronique, notamment. Donc, il y a plein de petites questions qui vont se poser. Au niveau de la rémunération, on reste sur effectivement des rémunérations identiques. Les titres restaurants, on a une jurisprudence pareille récente qui nous rappelle que c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on n'a pas le droit au titre restaurant, c'est pas une justification suffisante. Donc voilà, c'est un petit rappel important. Je vais laisser maintenant la parole à Laetitia qui va nous parler de tout ce qui est contrôle d'activité et respect de la vie privée. Alors, merci Caroline. Donc, finalement, vous l'avez compris, sur tout ce développement précédent, c'est qu'en fait, la norme du télétravail permet donc de travailler à l'extérieur de l'entreprise, mais ne déroge pas fondamentalement aux principes du Code du travail qui sont applicables à l'ensemble des salariés.
Et donc là, je vais aborder les obligations légales, les bonnes pratiques et notamment le contrôle de l'activité et le respect de la vie privée. Alors, est-ce que l'employeur peut contrôler l'activité de son salarié et dans quelle mesure ou dans quel cadre? Comment le faire? Je vais vous dire oui, mais tout comme il pourrait le faire pour une personne en présentiel, mais en respectant des limites qui sont souvent le respect de la vie privée. Et comment on va pouvoir contrôler l'activité? Eh bien déjà, principalement parce que vous devrez organiser un entretien pour les personnes qui sont en télétravail, organiser un entretien annuel pour justement vérifier et contrôler l'activité du salarié par rapport à sa charge de travail. Mais ça, vous le voyez dans d'autres matières, comme par exemple le forfait jour, où vous avez aussi cet entretien annuel. Je vous rappelle le webinaire passé qui avait été sur ces types d'entretiens. Et puis, vous pouvez également mettre en place des moyens de surveillance. Mais comme tout moyen de surveillance que vous mettez en place dans votre entreprise, par exemple, je pense aux caméras, aux vidéosurveillance, hein, il faut que ça soit pertinent et proportionné à l'objectif poursuivi. Pourquoi vous mettez en place ce contrôle et comment vous devez le faire et surtout comment vous devez le limiter, ce contrôle, pour pas qu'il y ait une intrusion dans la vie privée du salarié. Le salarié doit être informé de cette mise en place. Si vous avez un CSE, vous devez évidemment consulter le CSE puisque ça fait partie des conditions de travail, hein, de mettre en place ce type de moyens de surveillance. Informer la CNIL. Et surtout, l'employeur doit garantir la fiabilité du système de décompte, même si le salarié gère librement ses horaires, si par exemple c'est un moyen de surveillance des horaires de travail. Donc, le système, il existe des exemples de modalités comme le système d'autodéclaration, des logiciels de pointage, des décomptes de jours travaillés pour les forfaits jours hein, qui seraient en télétravail. Donc, le respect de la vie privée, oui. Donc, le contrôle, oui, on l'a vu, possible de façon encadrée avec un respect de la vie privée. Et en fait, le respect de la vie privée, il va passer déjà par des définitions des plages horaires. Pourquoi? Parce que vous êtes en télétravail, il n'y a pas une arrivée au bureau et un départ du bureau, mais vous êtes finalement ou à votre domicile ou à un milieu coworking. Coworking, c'est plus simple, mais à votre domicile, il faudra bien, ou le domicile de vos salariés, il faudra bien que vous puissiez dire je peux te joindre à telle heure parce que j'en ai besoin pour la nécessité des services et il y aura des moments où tu n'auras pas l'obligation de me répondre. Il y a aussi ce droit à la déconnexion hein, qui est importante lorsqu'on utilise les moyens informatiques et notamment on utilise pratiquement tous maintenant dans le milieu administratif donc des ordinateurs. Eh bien là on a un droit à la déconnexion. Et la question qui peut se poser aussi quand on est en télétravail, c'est est-ce que je peux obliger mon salarié lorsqu'il y a une visioconférence qui est prévue avec ou dans l'entreprise ou avec des clients ou des personnes tierces extérieures à l'entreprise, est-ce que je peux lui imposer d'utiliser la caméra? Alors, encore une fois, c'est oui, mais c'est un peu le droit du travail, ça, en français. Donc oui, sauf si il n'y a pas de floutage disponible. Et en revanche, vous pouvez exiger qu'en cas d'entretien RH, de réunion avec des clients, eh bien, celui-ci utilise la caméra. Mais dans ce cas-là, il faut, eh bien, encore une fois, borner, alors soit dans l'accord co, la charte ou l'avenant, hein, borner cette possibilité d'imposer l'utilisation de la caméra. Ensuite, dans les obligations légales et les bonnes pratiques, on a l'équipement de travail fourni, équipement personnel. Souvent se pose la question de est-ce que je dois fournir l'équipement? Est-ce que je peux lui demander de prendre son équipement personnel? Eh bien, les deux sont possibles. Sachez que les deux sont possibles. Donc, il y a soit l'équipement fourni que vous verrez dans ma colonne de droite, les fournitures de gauche, pardon, mon autre droite du coup, donc de gauche pour moi, la fourniture des outils nécessaires accompagnés d'un support technique. Par exemple, l'ordinateur, le casque, l'écran, l'imprimante, tout ce que vous pouvez éventuellement fournir à vos salariés en présentiel, vous pouvez également le fournir auprès de votre salarié en télé. Mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est qu'il va falloir
peut-être borner et indiquer que vous ne voulez qu'un usage professionnel uniquement, que vous allez devoir les informer sur les règles de protection des données de confidentialité par le salarié, c'est important. Alors, comment on peut le faire? Par exemple, pour la mise en place d'une charte informatique ou d'une charte sécurité. Vous pouvez aussi dire que les données sont présumées professionnelles lorsqu'elles sont utilisées lors du télétravail, mais ça, c'est identique quand vous êtes en présentiel, hein, avec une mention personnelle. Et c'est aussi prévoir peut-être le coût lié à la perte ou la détérioration des équipements. Comment vous pouvez faire pour préciser ça, pour avertir le salarié dans ces conditions-là et l'obligation du salarié de prévenir de toute panne. Évidemment, car il doit l'utiliser en bon père de famille, mais ça c'est pareil, c'est identique au présentiel. Ou alors vous vous dites, bah non, nous on préférerait qu'il prenne son équipement personnel et éventuellement qu'on le dédommage parce qu'on n'a pas un parc justement supplémentaire pour qu'il emmène ses affaires et son équipement informatique chez lui. Donc vous pouvez très bien dire équipement personnel, possibilité pour le salarié d'utiliser son équipement. S'il utilise ses propres équipements, bah s'il y a des surcoûts liés au télétravail, vous devez l'indemniser. Maintenant, s'il utilise son propre matériel sans surcoût, donc là, il n'y a pas d'indemnisation obligatoire. L'employeur reste responsable en vol de la sécurité des données, donc c'est à lui de veiller à ce que le cadre qui lui donne informatiquement soit bien sécurisé et ne nuise pas aux données de l'entreprise et éventuellement également aux siennes, hein, et limiter aussi l'accès aux données en prévoyant un droit d'accès aux données limité, mais en excluant l'utilisation à des fins personnelles. Excusez-moi. Donc, là, nous avons vu la partie organisation technique, qu'est-ce qu'on peut leur fournir, comment et dans quelles conditions. Là, je vais aborder un point qui est important parce qu'on n'y pense pas quand on met le télétravail en place. Eh bien, il y a aussi des impacts sur la santé et la sécurité. Alors, comme vous le savez, hein, dès que vous avez un premier salarié dans une entreprise, qu'il soit en présentiel ou en télétravail d'ailleurs, vous avez un document unique d'évaluation des risques professionnels à mettre en place. Eh bien, sachez que le télétravail, comme vous le voyez sur la colonne de gauche, enfin les deux encarts de gauche, eh ben ça peut générer, c'est pas que ça génère, c'est que ça peut générer des risques psychosociaux ou alors des incidences physiques du télétravail sur le trouble musculo-squelettique qu'on peut connaître dans l'entreprise, mais qu'on peut limiter puisque on a les personnes face à nous, alors qu'au télétravail, on n'a pas forcément la personne face à nous, donc on ne voit pas comment ils sont installés par rapport aux contraintes posturales et autres. Et les risques psychosociaux, c'est quoi? C'est lié à des horaires étendus, parce que, et là je vais faire un écart, un grand écart, mais juste pour faire comprendre les choses, une personne qui travaille beaucoup en entreprise travaillera beaucoup, voire plus en télétravail. Et à l'inverse, une personne qui n'est pas investie comme vous l'entendez, ou comme l'entreprise en a besoin, eh ben, ne sera pas plus investie en télétravail. Mais du coup, cette distension et cette surcharge de travail qu'il peut y avoir, ou cet ennui qu'il peut y avoir en télétravail, eh ben, ça va générer des risques psychosociaux. Donc, on va aussi avoir une disparition de limites. On va aussi avoir des possibilités de ne pas respecter le droit à la déconnexion, non de votre fait, mais parce que le salarié se sent porte une mission. Je vais utiliser une notion familière, mais une mission subliminale que vous ne lui avez pas demandé, mais il va quand même le faire. Et ça peut générer un travail pendant des périodes de maladie parce que dans son esprit, il a l'impression que l'employeur lui demande de faire les choses alors que ce n'est pas le cas. Et ça, tout ça, il faut que vous ayez sécurisé vos pratiques dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et surtout tenter de pallier à cela. La, les dernières choses, alors on a fait un slide sur les pièces à retenir, c'est-à-dire que en fait, lorsque vous mettez en place un accord collectif, une charte ou un avenant au contrat de travail, souvent, ce qu'il vous faut en plus, c'est le côté pratique qui va être de dire, je fais faire une attestation sur l'honneur par le salarié pour justement cette sécurité de santé au travail, de dire oui, j'ai un espace de travail adapté au domicile, ergonomique, etc. Je respecte les règles de sécurité informatique et de protection des données, et ça, c'est important pour les données de l'entreprise.
l'entreprise. Je déclare que ne suis pas en travail dissimulé en cumul d'activités interdites, donc je m'engage sur l'honneur A. Ça peut être un document simple, daté et signé par le salarié, accompagné de l'attestation d'assurance pour couvrir l'assurance d'habitation, enfin qui couvrirait par l'assurance d'habitation le matériel, l'espace de travail. Et en parallèle, mais c'est pas nécessaire, mais il peut vous être demandé par le salarié pour son assurance, par exemple, hein, une attestation de l'employeur qui prévoit le contenu, donc l'autorisation à télétravailler à des dates et des modalités précises, et surtout qu'il fournit des équipements comme on a vu, un ordinateur et autres, et qui sont conformes pour une utilisation au sein d'une entreprise. Et enfin, bah, les pièces à réunir, c'est évidemment ce que je vous ai dit, la slide d'avant, c'est de mettre en place ou de mettre à jour, hein, puisque évidemment, vous avez tous le document unique d'évaluation des risques professionnels, donc il faudra que vous mettiez à jour, lorsque vous ferez cela, le document unique d'évaluation sur les risques psychosociaux et musculo-squelettiques. Et enfin, je vais me permettre de parler de l'indemnisation des frais professionnels et télétravail, donc qui peuvent être obligatoires. Donc, comme je l'ai dit, si les frais sont engagés pour les besoins de l'activité en télétravail et à défaut, si le matériel est fourni, normalement, il n'y a pas de frais supplémentaires. Mais si vous avez à rembourser des indemnités télétravail, sachez que ça peut être de façon forfaitaire ou sur justificatif, comme des frais professionnels en fait, hein. Et sachez que le forfaitaire, l'allocation forfaitaire, c'est que vous avez la possibilité de verser une indemnité forfaitaire à votre salarié en fonction du nombre de jours travaillés, qui sera de 10,90 € par mois maximum si vous le souhaitez, ces indemnités exonérées pour une journée hebdomadaire et qui peut aller jusqu'à 59,40 € par mois, toujours pour maintenir l'exonération des charges. Eh bien, nous avons un petit peu débordé, excusez-nous pour le temps, mais nous vous remercions de nous avoir suivis sur ce webinaire de 30 minutes présenté par Exco. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à envoyer un mail ou à vous rapprocher de votre expert comptable ou aller sur nos sites également, hein, sur LinkedIn, sur YouTube, où vous pourrez revoir ce webinaire. Et je vais laisser la parole à Caroline et je vous dis au revoir et bonne fin de journée. Oui. Bah, merci de nous avoir suivis et puis du coup je vais laisser la parole à Camille. Oui. Voilà. Merci à toutes les deux. Merci à toutes les deux pour cette présentation. Pas de questions dans la conversation cette fois-ci. Votre présentation, évidemment, comme d'habitude, toujours aussi claire. Le support est disponible. On ne l'a pas rappelé, mais on vous le rappelle. Le support est toujours disponible auprès de vos experts comptables et juristes de vos cabinets Exco. Et si vous n'êtes pas client Exco, vous pouvez demander le support à l'adresse qu'on va vous indiquer dans la conversation dans moins de 10 secondes. Voilà. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire en droit social. Merci, au revoir. Merci, au revoir.